Parler du drame de l'Ukraine, pays déchiré. Un livre qui peut donner la clé aux problèmes actuels, c'est celui du général Volkonski, écrit après la débâcle de 17 et la révolution bolchevique. C'est en quelque sorte un pamphlet pour montrer que historiquement l'Ukraine appartient à la sphère russe. Et c'est un traité, traité un peu circonstanciel. Il s'agissait à l'époque de lutter contre certaines franges nationalistes d'Ukrainiens qui prétendaient que l'Ukraine avait une originalité propre, même au point de vue linguistique. Et on voit que sur la longue durée, les problèmes sont les mêmes. Certes, l'Ukraine a été sous influence austro-hongroise, polonaise, lituanienne. Une partie était gréco-catholique, l'autre orthodoxe. Mais qu'on le veuille ou non, c'est l'univers slave et c'est le berceau de la Sainte Russie. Et des catholiques comme le monseigneur Trossmayer ou l'orthodoxe catholicisant Soloviev en étaient bien convaincus. Volkonski, gréco-catholique. Volkonski était d'une famille princière catholicisante, puisque sa mère, on ne sait pas si elle était vraiment catholique ou non. Si, elle est devenue prêtre uniate à la fin. Non, oui, mais sa mère. Sa mère, l'évêque orthodoxe a refusé qu'il y ait des funérailles à l'église, parce qu'elle était considérée comme catholique. Bon, donc c'est comme certaines familles russes penchaient vers le catholicisme, mais aussi pour des raisons politiques. C'est les résultats aussi de la Sainte Alliance, où on espérait que le pape serait le chef religieux de la chrétienté, et le tsar, le pouvoir politique. C'est la fameuse théorie de la symphonie des pouvoirs. Donc aujourd'hui, on va parler du drame de l'Ukraine, instrumentalisé par l'Amérique, les forces anglo-saxonnes qui cherchent à mettre à mal et à bas la Russie pour ce qu'elle représente, la lutte pour les vraies valeurs occidentales contre le relativisme, comme aurait dit le regretté Benoît XVI. À vous, cher ami, qui revenez de Russie, qui connaissez bien le dossier. Alors justement, bon, pour ce que vous avez déjà cité, le livre de Volkonski, on va citer d'abord un deuxième livre qui est écrit, lui, par des Américains, des spécialistes américains venant de toute profession, mais enfin notamment ce qu'on appelle en anglais has-been, c'est-à-dire des gens qui ont été des grands conseillers ou qui ont travaillé dans l'administration ou les services secrets américains et qui ont écrit des articles réunis dans cet ouvrage-là sur la nature exacte du coup d'État qui a eu lieu à Kiev le 21 février 2014, et qui était en fait préparé et qui s'est appuyé sur les organisations notamment d'inspiration nazie, il faut bien le dire historiquement, un peu sur le modèle d'ailleurs de ce qu'a écrit dans son ouvrage Que faire Vladimir Ilyich Ulyanov, dit Lénine, et que ses meilleurs élèves sont finalement aujourd'hui les agents américains qui renversent des pouvoirs légitimement élus dans le monde, et notamment c'est ce qu'ils ont fait en Ukraine. Alors on peut dire qu'évidemment l'ancien président, qui lui a été renversé, Viktor Yanukovych, a accumulé les erreurs, il faut bien le dire, dans toute cette affaire qui a mené à la situation actuelle en Ukraine. Mais il faut dire aussi que les négociateurs de l'Union européenne ne l'ont pas du tout aidé, et que malheureusement, nous, en tant que pays de l'Union européenne, nous portons une lourde responsabilité dans la situation actuelle que connaît l'Ukraine, qui est, comme la Russie, une partie de l'Europe. Et là, je parle en tant qu'Européen, que je distingue bien des européistes partisans de la petite Europe, alliés uniquement de l'atlantisme, partisane de l'atlantisme, alliée uniquement aux États-Unis, contre les intérêts même de l'Europe. Enfin, sans entrer dans les détails, donc, le partenariat avec l'Union européenne
dont on nous a pas mal rebattu les oreilles, et encore plus à la population ukrainienne depuis une dizaine d'années, ne signifiait pas du tout une adhésion à l'Union européenne, ni à court, ni même à moyen terme. L'Union européenne, d'abord, n'en a ni les moyens, ni, il faut bien le dire, l'envie. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on a laissé entendre aux populations ukrainiennes, ni même aux dirigeants ukrainiens. Et les populations ukrainiennes, lorsqu'elles ont protesté contre la non-signature de l'accord de partenariat, alors que le président Yanukovych avait demandé qu'une seule chose, en novembre 13, c'était de reporter la signature et non pas de l'annuler, c'est-à-dire qu'il n'a pas refusé, comme on l'a dit après. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ce partenariat a été signé, mais son application est reportée à 2017. Donc il y avait bien peut-être des raisons. Et les gens qui sont allés, les politiciens occidentaux, et je ne parle pas évidemment des troublions qui nous ont quand même, auxquels on doit notamment en partie l'affaire libyenne par exemple, et d'autres catastrophes en Bosnie ou en Yougoslavie, en ex-Yougoslavie, mais qui allaient donc chauffer les foules sur le Maïdan en leur promettant n'importe quoi, étaient assez irresponsables en promettant des visas pour les Ukrainiens de l'Ouest qui sont sous la situation d'un chômage endémique, ou des augmentations de salaire, de transformation de la monnaie locale ukrainienne, la hryvnia, en euros. Alors qu'évidemment, ça aurait consisté à multiplier à peu près par 5 ou 6, voire 7, les valeurs des salaires. Donc évidemment, il n'en était pas du tout question, mais c'est ce que les gens ont cru, et c'est ce en quoi ils croyaient lorsqu'ils manifestaient sur la fameuse place Maïdan contre le pouvoir Yanukovych, qui par ailleurs traînait évidemment tous les défauts du pouvoir ukrainien depuis 20 ans, qu'il ait été occupé par Yanukovych, qu'il ait été occupé par Yushchenko, un président nationaliste, ou par Madame Timoshenko, ou par Monsieur Kuchma, c'est-à-dire une absence totale de gouvernance, une corruption à tous les niveaux, l'arbitraire le plus total, la corruption de la police, une absence d'appareil de justice, etc., etc. Et donc on pouvait comprendre que les gens en avaient marre et qu'ils demandaient à vivre normalement. Mais on va se limiter là uniquement à l'aspect Union européenne. On va poser quelques questions à l'Union européenne pour voir justement la responsabilité que nous portons indirectement dans la situation catastrophique que vivent aujourd'hui les Ukrainiens. Fin 2012, le Conseil européen propose que le traité d'association complété d'un libre-échange soit signé lors du sommet du partenariat oriental de Vilnius en novembre 2013. Mais à la condition que l'Ukraine mène des réformes électorales, judiciaires et constitutionnelles. J'insiste bien là-dessus. La partie centrale du projet d'association économique, qui fait quand même 1200 pages, qu'on appelle le Deep and Comprehensive Free Trade Agreement, puisque maintenant en Europe on ne parle qu'anglais, il s'agit d'un accord de libre-échange étendu, qui est qualifié par l'Union européenne du plus ambitieux accord bilatéral jamais signé par elle. Le chapitre 1 annonce que la vaste majorité des tarifs douaniers seront éliminés aussitôt l'accord entré en application. Aussitôt l'accord entré en application. Globalement, l'Ukraine et l'Union européenne élimineront respectivement 99,1% ou 98,1% des tarifs douaniers. Ce qui revient à dire, et qui aboutira, puisque maintenant l'accord est signé, même s'il ne sera appliqué qu'en 2017, à une ruine de ce qui reste d'industrie ukrainienne et mettra à mal ses autres exportations, car elles ne correspondent pas du tout aux critères de l'Union européenne, et elles ne pourront pas se faire sans droit de douane vers la CEI, dont la Russie ou le Kazakhstan, avec lesquels jusque-là l'Ukraine avait déjà une zone de libre-échange. Or, premièrement, il faut avoir à l'esprit que les principaux partenaires économiques de l'Ukraine étaient en Russie, en Asie, au Moyen-Orient. L'Union européenne n'arrivait qu'en 4e position, donc un accord économique avec l'Union européenne n'était pas vraiment une priorité. Et c'est pourquoi, au sommet Europe-Ukraine du 25 février
2013 encore, un an avant le coup d'État, Viktor Yanukovych indiqua qu'il ferait de son mieux pour répondre aux demandes européennes. Il déclara « Je poursuis les négociations avec la Russie pour trouver le bon modèle pour une coopération avec l'Union douanière orientale ». L'Union douanière orientale étant cette union douanière constituée par la Russie, le Kazakhstan, la Biélorussie et l'Arménie. En réponse, selon l'agence Ukrinform, agence ukrainienne, le président de la commission, M. José Manuel Barroso à l'époque, portugais très fortement américanisé et remplacé depuis par M. Juncker, lui répondit que un pays ne peut être à la fois membre d'une union douanière et dans une zone avancée de libre-échange avec l'Union européenne. C'est-à-dire fin de non-recevoir d'une négociation technique pour arranger le fait de se retrouver dans deux zones de libre-échange. L'Union européenne, donc, inspirée par d'autres, ou bien non, sommet l'Ukraine de choisir son camp. Objectivement, c'est incontestablement une erreur, puisque l'Ukraine a forcément besoin des deux, voire des trois autres. Mais il en est autrement si une volonté politique et stratégique mène la danse. Du côté de Yanukovych, les erreurs ont été à plusieurs niveaux. Il a probablement pensé que, vu sa position géostratégique, l'Ukraine allait pouvoir recevoir beaucoup d'argent de l'Union européenne, et les Européens orientaux, ceux hostiles à la Russie par principe ou par l'histoire, membres de l'Union européenne évidemment, et dont les représentants étaient des négociateurs pour l'Union européenne de cet accord de partenariat, ce qui était aussi une erreur à mon avis, ont probablement pensé de leur côté que le président ukrainien, une fois impliqué dans le processus de l'association avec l'Union européenne et poussé par sa propre population, à laquelle tant de choses étaient promises depuis des années par un appareil de propagande, il faut bien le dire, très fort, ne pourrait plus faire marche arrière, et même en découvrant que l'Ukraine n'obtiendrait pas du tout ce qu'elle escomptait, ni en argent, ni pour le reste, comme les visas par exemple. C'est un calcul qui est tragique, mais qui finalement n'était pas faux, puisque finalement l'Ukraine est effectivement coincée maintenant, elle obtient un peu plus d'argent qu'on ne donnait pas à Yanukovych, mais qu'on lui donne maintenant, mais a priori, ce n'est pas la population ukrainienne qui en verra la couleur. Durant les négociations, on a parlé de 600 millions d'euros de l'Union européenne. Les négociateurs polonais et tchèques ont promis, ont parlé vaguement de 20 milliards à Yanukovych, et de plusieurs milliards du FMI, pour notamment la restructuration indispensable de l'industrie ukrainienne. Mais les exigences du FMI et de l'UE portent évidemment sur des mesures antisociales drastiques et des privatisations qui permettront notamment à des compagnies allemandes, et peut-être américaines, de mettre la main sur les meilleures unités de la production ukrainienne après les avoir renflouées avec des fonds publics et avec les emprunts qui seraient faits notamment par le FMI. Il est possible aussi que Yanukovych a pu penser qu'il parviendrait à convaincre la Russie de maintenir le régime de libre-échange avec l'Ukraine, profitant alors d'une zone de libre-échange à la fois avec les pays de l'Union douanière et ceux de l'Union européenne. L'Ukraine aurait pu vivre confortablement comme ça sur le flux de marchandises qui aurait transité par son territoire depuis l'Union européenne vers la Russie et les pays de la CEI. La Russie et les pays de l'Union douanière y étaient d'ailleurs en partie prêts et ont proposé des négociations à quatre. Ukraine, Union européenne, Russie, Union douanière. À plusieurs reprises et par plusieurs canaux, publics et privés. Toutes refusées par l'Union européenne. Dans le droit fil des convictions ou peut-être des mentors de M. Barroso. La Russie a alors commencé à prendre, fin juillet 2013, les premières, entre guillemets, sanctions commerciales contre l'Ukraine. Pour que le message soit clair, elle a commencé par fermer le marché russe au chocolat de l'entreprise Rochen de M. Petro Poroshenko. Comme quoi ils avaient un peu du nez quand même, les Russes. Tout en maintenant ses propositions de négociation à quatre, et même en accordant en décembre, après le report de réponse à l'Union européenne par Yanukovych, une nouvelle réduction sur le prix du gaz et une aide de 15 milliards de dollars à l'Ukraine à de très bonnes conditions. 3 milliards ont d'ailleurs été versés,
ce qui a permis aux fonctionnaires ukrainiens d'être payés et de passer des fêtes de fin d'année en 2014, ou de nouvelle année en 2014, à peu près correctes. Ce sera la dernière fois. Le 27 juin, l'accord d'association avec l'Union européenne a été signé par 31 des participants à la réunion de Bruxelles, notamment le nouveau président ukrainien Piotr Poroshenko, le premier ministre géorgien Irakli Gadebeshvili et le premier ministre moldave Yuri Leanska. Mais appliqué qu'en 2017, comme je l'ai dit, le ministère russe des Affaires étrangères avait averti que l'association des pays de l'espace post-soviétique avec l'Union européenne pourrait nuire significativement à l'économie russe, entraînant des réductions des liens commerciaux avec ses voisins. Et Moscou a notamment souligné qu'après l'adhésion de ces 3 pays à l'Union européenne, les autorités russes seraient forcées de prendre des mesures pour protéger leur marché contre l'affluence de produits européens exonérés de taxes. N'oublions pas que la Russie a négocié son entrée à l'Organisation mondiale du commerce pendant une dizaine d'années, et ça comprenait notamment les exportations et importations avec l'Union européenne. Alors on n'allait pas tout fiche en l'air, parce que M. Barroso refusait de négocier avec l'Union douanière. Cela impliquera des pertes pour la Russie, bien sûr, qui s'y était assez peu préparée, il faut bien le dire, malgré les apparences. Et pour l'Ukraine, là aussi, la chute du PIB est sensible aujourd'hui, et non seulement à cause de la situation en général, mais aussi à cause de la baisse des exportations vers la Russie, notamment de produits agricoles, de l'industrie alimentaire et de produits militaires, qui constituait le gros morceau. Et si l'Ukraine est exclue de la zone de libre-échange de la CEI, et ce qui n'est d'ailleurs pas encore complètement fait, bien que ce soit de facto fait, elle ne réussirait pas à se réorienter vers de nouveaux marchés étrangers, puisque ce qu'elle produit ne correspond pas aux standards de l'Union européenne, et que les marchandises ukrainiennes ne sont pas demandées au sein de l'Union européenne. Alors on peut se poser les questions suivantes et qu'on pose à l'Union européenne. Il y en a 10, en gros, en regroupant un peu les choses. J'en ai déjà posé quelques-unes à des responsables européens, j'ai jamais eu de réponse. Première question, pourquoi avoir contraint l'Ukraine à signer la partie économique de l'accord et ne pas s'être contenté finalement du partenariat politique, qui aurait suffi pour répondre à l'aspiration légitime de la population à plus de justice, de démocratie, la démocratie, le modèle de l'Union européenne, patati patata, toutes choses dont on leur remplissait les ondes et le reste depuis une dizaine d'années, et auxquelles ils croyaient, et qui est en partie vrai en plus. Deuxième question, pourquoi le voir obligé à choisir entre la CEI et l'Union européenne et avoir systématiquement refusé toutes les propositions de négociation russes sur les modalités de l'appartenance à une double zone de libre-échange? Pourquoi avoir refusé les propositions de Poutine qui ont été faites en janvier 2014 de discuter d'une zone de libre-échange à l'échelle de toute l'Europe? Les échanges entre l'Union européenne et la Russie s'élèvent à près de 500 milliards, enfin s'élevaient à près de 500 milliards de dollars, et l'interdépendance énergétique est connue de tous. Alors que les États-Unis ont des échanges beaucoup moins importants, et d'ailleurs depuis que l'Europe a été obligée d'appliquer des sanctions contre la Russie, les échanges avec les États-Unis ont augmenté. Pourquoi avoir finalement accepté d'en parler à Minsk, mais seulement le 26 août 2014 ? Alors qu'on l'aurait fait dès avant novembre 2013, on évitait peut-être une guerre, un renversement, et c'est peut-être ça qu'on voulait pas éviter après tout. Troisième question, pourquoi avoir raconté autant d'histoires et fait tant de promesses à la population et même aux dirigeants ukrainiens qu'on sait ne pas vouloir tenir? Pourquoi avoir refusé l'argent qu'il demandait à Yanukovych pour proposer ensuite 11 milliards d'euros qu'on prend je ne sais pas où, l'Union européenne, c'est nous, là, les contribuables européens de l'Union européenne qui allons payer. Et aux autorités, alors que l'endettement de la Grèce, lui, n'est que de 7 milliards. Aux autorités, ces 11 milliards sont promis aux autorités issues du coup d'État du 22 février 2014. Quatrième question, pourquoi ne pas avoir inclus les modalités de précaution en cas de non-application dans l'accord signé le 21 février à Kiev par le président Yanukovych
avec les opposants ukrainiens qui étaient en train de manifester sur la place Maïdan, où des tireurs d'élite tout à fait mystérieux ont tué des policiers et des manifestants, et qu'aujourd'hui le pouvoir issu du coup d'État ne veut pas enquêter sur l'endroit d'où viennent les balles, et ce sont les mêmes balles qui ont tué les policiers et les manifestants. Pourquoi est-ce que les 3 ministres qui ont signé cet accord pour l'Union européenne, polonais, allemand et français, n'ont pas prévu un article en cas de non-respect de l'accord et n'ont rien dit lorsque l'accord n'a pas été respecté dès le lendemain de la signature? Pourquoi ne pas avoir protesté contre la violation immédiate de cet accord et avoir reconnu immédiatement les autorités formées par le coup d'État? Pourquoi ne pas avoir réclamé une assemblée constituante? 5e question, pourquoi avoir ignoré les informations communiquées par le ministre estonien des Affaires étrangères à Mme Catherine Ashton, représentante pour les affaires étrangères à l'époque de l'Union européenne, sur les tireurs d'élite qui ont tiré sur les policiers et les manifestants, vraisemblablement à partir de territoires occupés par ce qu'on appelle le secteur droit, c'est-à-dire un regroupement de partis nazis de l'ouest de l'Ukraine. Pourquoi ne pas avoir exigé une enquête sérieuse sur le sujet? Pourquoi ne pas l'exiger aujourd'hui, alors que le pouvoir ukrainien refuse de la faire? 6e, pourquoi être resté silencieux sur la prise du pouvoir insurrectionnel dans les régions ouest, avant même le coup d'État, et avoir protesté, en revanche, contre les mêmes faits en Crimée, puis dans le Donbass, à l'est de l'Ukraine, à la suite du coup d'État à Kiev, et alors que la légitimité du pouvoir était différente de celle de Yanukovych, quoi qu'on pense par ailleurs de Yanukovych. Alors que les premières mesures du gouvernement issu du coup d'État étaient nettement orientées contre la partie russe de la population, majoritaire en Crimée et dans l'est de l'Ukraine. 7e question, pourquoi ne pas reconnaître la situation de guerre civile en Ukraine et accuser la Russie? Pourquoi ignorer le massacre d'Odessa, où tout de même au moins une 50aine de personnes, au moins, ont été soit brûlées vives, soit tuées à bout portant par les représentants des partis d'extrême droite venus de l'ouest de l'Ukraine, semer la terreur dans cette ville du sud qui a totalement d'autres traditions. Pourquoi refuser toute négociation aujourd'hui et ignorer les victimes civiles des bombardements par les forces kieviennes et les milices payées par l'oligarque Kolomoïski, qui aujourd'hui s'est disputé quelque peu avec l'autre oligarque Petro Poroshenko, actuellement président de Kiev, mais qui a laissé ses adjoints sur place à Dniepropetrovsk, dont il s'est fait nommer gouverneur parce qu'il est intéressé par les potentiels gaz de schiste du côté de Slaviansk, au nord de Donetsk. Pourquoi ne pas aider les dizaines, les centaines de milliers de réfugiés qui ont fui les bombardements de leur région du Donetsk? Pourquoi n'avoir accepté que Kiev choisisse le cessez-le-feu à Minsk seulement en septembre et Minsk II récemment? Pourquoi ne pas guetter? Pourquoi ne pas pousser Kiev à respecter l'accord Minsk II, qui prévoit tout un aspect d'accord politique, de mesures politiques, notamment une révision de la Constitution, notamment la reconnaissance d'une autonomie des régions de l'Est. Or, on les laisse faire aujourd'hui un réarmement, des entraînements par des forces militaires américaines qui ont envoyé là-bas des armements modernes dont ne disposent pas les insurgés du Donbass, notamment des javelines qui sont des armes anti-chars très avancées. Pourquoi ne pas veiller au respect des accords de Minsk II qui ont eu au moins l'avantage de montrer que la France et l'Allemagne ne voulaient pas forcément suivre les atlantistes à tout crin de type Barroso ou les va-t-en-guerre de la Pologne ou des pays baltes qui espèrent glaner quelques revenus des stationnements militaires de l'OTAN que nous allons payer dans leur petit pays
que déserte quand même près de la moitié de la population, compte tenu de la situation économique et du manque de perspective, et que nous voulons suivre dans un bellicisme encouragé par certains partis outre-Atlantique. Pourquoi parler d'une invasion russe que même le chef des services secrets de l'armée française a reconnu devant la commission de la défense nationale du Parlement le 25 mars dernier être un faux américain qu'ils essayent de nous faire croire et qui n'est véhiculé que par la presse aux ordres de l'atlantisme, qui malheureusement est à peu près l'unanimité dans la presse française, mais elle aurait pu citer cette intervention d'ailleurs du général Gomard, et que vous pouvez voir sur le site internet de l'Assemblée nationale, donc à la page des commissions de la défense. 8e question, pourquoi agir par sanction contre les propres intérêts des pays de l'Union européenne qui sont confrontés à une crise économique sérieuse, même s'il y a un petit mieux grâce à la baisse de l'euro et du prix du pétrole? Ces sanctions, ça représente un degré zéro de la diplomatie, et évidemment un double standard, évident au vu de la situation internationale, notamment au Moyen-Orient. N'allons pas dans les détails. 9e question, pourquoi avoir accusé la Russie et les insurgés de l'Est dans l'affaire du MH17, le fameux Boeing de la Malaysian Airlines abattu, avant toute enquête? Et ne pas exiger des Nord-Américains qu'ils publient ou donnent des photos satellites et les écoutes qu'ils ont sur le sujet? Et pourquoi est-ce que les boîtes noires qui, lors de la catastrophe du Germanwings dans les Alpes françaises, ont été trouvées dans un état déplorable, abîmé, ont été lues en 3 jours, alors que les boîtes noires de ce fameux Boeing malaisien, qui étaient pourtant dans un bon état, on les a vues dans des films, n'ont toujours pas été déchiffrées? Comment ça se fait? Est-ce qu'on est en train de refaire d'autres bandes? Plus d'un an après, ou près d'un an après. Pourquoi ne pas exiger des qui-et-viens qu'ils disent qu'il y avait dans les enregistrements des communications entre les tours de contrôle et l'avion qui ont été saisis par le SBU, les services secrets ukrainiens, et non pas par la police criminelle, comme ça aurait dû être le cas, tout de suite après l'accident, avec en plus des gens qui ont été licenciés étrangement. Toujours rien de publié. 10e question, pourquoi encourager une guerre de l'information qui met en cause la crédibilité des médias, et malheureusement particulièrement en France, car les médias allemands et américains arrivent à être meilleurs que les nôtres, et poussent vers les sources alternatives de l'Internet, qui heureusement existent. Je conseille de ce point de vue-là la lecture du site qui s'appelle lescrises.fr, et qui vont du meilleur au pire par ailleurs. Merci à vous.